Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. La 21e d'Art Racaille, avec aujourd'hui dans le studio... Jean, salut. Ange Damnation. Et Ange Damnation. Voilà. Igor à la régie, un camarade qui passe ce matin. Et le zozo habituel, Robert, qui essaye de lier un peu tout ça, quoi, quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est autre chose. On va attaquer tout de suite. Alors, nos deux invités, donc, Angers Damnation, Marika et Blandine. Je vais peut-être y arriver d'ici la fin de l'émission. Je commence à être un petit peu... les neurones commencent à être fatigués. Angers Damnation, qui sont deux plasticiennes, on peut dire ça? Nous, des sculpteurs. Bon, des sculpteureuses. Des artistes. Des artistes, quoi. Qui font dans le visuel, dans le volume, Surtout dans le volume, oui. Dans le volume, surtout, ouais. Ouais. Bien, des artistes militantes, on va dire. De quoi là? Des artistes militantes. Des artistes militantes. Bon, bah c'est sympa, parce que c'est une émission militante, en plus. Enfin, culturelle et militante. On va tout de suite attaquer avec Raymond Lascience, dit Jean, qui va nous faire une petite revue de presse. Oui, bah ça va être très court aujourd'hui parce que moi j'ai passé une partie de la semaine dans la montagne, mais j'ai noté quand même juste avant de partir, alors deux brèves, une longue. D'abord, un professeur de philosophie de 47 ans est poursuivi par le parquet de Marseille pour tapage injurieux, diurne, troublant la tranquillité d'autrui. C'est les termes que j'ai relevés dans un journal. Hein. Non, c'est exactement ça. Assistant à un contrôle de police et le jugeant un brin viril, il a crié au policier par 2 fois « Sarkozy, je te vois ». C'est vrai que c'est terrifiant. C'est hallucinant d'audace. Hein. Il semble qu'en fait ils aient été vexés par l'hilarité générale provoquée par l'apostrophe. Le jugement a été mis en délibéré et devrait être rendu le 3 juillet. Alors ce que je trouve intéressant dans une autocratie comme la nôtre, c'est que ce n'est pas l'autocrate qui est particulièrement dangereux, encore que celui-là on pourra en discuter, mais le long cortège de ces nombreux turéféraires et autres courtisans empressés à lui cirer les pompes présidentielles. Je ne saurais trop conseiller à ce brave professeur d'abandonner ce ton persifleur et de rejoindre la litanie des complimenteurs et des bonimenteurs à la gloire de notre néant ferrois. Que dirait-il d'une petite poésie pour changer ? Après tout, vieux Mahotard que jamais, cher président Sarko, tu es un soleil rouge dans notre cœur. Nous avons tellement de choses à te dire du plus profond de notre cœur. Nous avons tellement de chaleur à te donner. Des millions de visages souriants se tournent vers le soleil rouge. Souhaitons respectueusement longue vie au camarade Sarko. C'est pas mal ça, hein ? Mais ça peut être aussi une chanson. Mais c'est pas très la racaille. Hein. Non, c'est pas très racaille. Ou alors une petite chanson, ça c'est déjà plus à racaille, hein, que Robert pourra me reprendre sur l'air si j'y suis pas. Sarkozy, nous voilà. Ça te dit quelque chose, Sarkozy, nous voilà. Alors devant toi, fossoyeur de la France, devant toi, fossoyeur de la France, à genoux, le front bas. Nous jurons de tout suivre tes pas, Sarkozy. Nous voilà, tu nous fais don de ta suffisance. Tous soumis, tous à plat. Sarkozy, Sarkozy, nous voilà. Bon. Ou alors, s'il ne peut vraiment pas faire autrement, hein, si c'est pas chanté, enfin bon, je sais pas, faire suivre Sarkozy, je te vois, de Sarkozy, je ne te vois pas. Si je te vois, non, je ne te vois pas. Si je te vois, non, je ne te vois pas. Parce qu'il pourrait ainsi se défendre devant le parquet de Marseille, qui s'y connaît en sardine, hein, d'avoir assimilé le petit timonier à un phare qui illumine nos vies, celui qui nous amène à bon port, car tout le monde sait comment fonctionne un phare. Un coup tu le vois, un coup tu le vois pas. Voilà. Et puis une brève, si j'ose dire, une brève, hein, une vraie brève celle-là, si j'ose dire, le général Franco n'aurait eu qu'un testicule comme Hitler. Eh bien, il semble que ce soit très souvent le cas chez les petits teigneux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, qu'elle est bonne celle-là. Là, j'aime beaucoup ce genre de conclusion. Donc, ça fait pas bling bling, ça fait drôlin. Blanc. Blanc.
Bien, bonjour. Alors, non, j'allais vous redire bonjour, mais c'est déjà fait. Je commence à être légèrement touché. Donc, Angers Damnation, est-ce que vous pouvez, d'une seule voix, puisque vous ne faites qu'une, nous causer dans le poste de vos activités illicites? Ah non, pas illicite du tout. Pas Non, illicite c'est une du gentille tout. provoque. On est tout à fait... Légaliste. Bon, pas... Bon, disons qu'on voit pas les choses sur ce terrain-là, quoi. Ouais. Bon, avant tout, on est... Vous m'avez dit que vous étiez des militantes. Oui, Ouais, des militantes, ça veut pas dire illicite. On n'est pas... Quand même, Ah bah en c'est ce pas moment, encore... si ça devient... Oui, ça devient de plus en plus... C'est vrai que ça peut... oui. On peut dire des choses et puis se retrouver, effectivement, au tribunal. Bah, j'ai lu sur votre site que vous baladiez souvent en Afrique pour travailler avec les minots de là-bas. Voilà, on fait travailler les enfants. Ouais, c'est pas si bravo. c'est très licite. Non, c'est là, c'est aboli le travail des enfants depuis un certain temps. Puis on les paye pas, mais nous, ils nous payent pas non plus. Donc, c'est un troc. Pourquoi ces migrations assez régulières en Afrique? Bon, on pourrait commencer par le début. Disons qu'on a commencé à travailler ensemble, ça fait très longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Et bon, au début, on a travaillé ensemble. On est parti en voyage en Afrique parce qu'on avait envie de découvrir l'Afrique. Et puis, on a découvert Bobo Dioulasso. Et depuis, on y retourne régulièrement. Et en 95, on a monté un atelier. On est arrivé avec de la peinture. On restait un peu plus longtemps que d'habitude. Et donc, on a monté un atelier. On a... Bon, voilà, le micro est mieux comme ça. Donc, on a amené de la peinture, du papier. On s'est fait donner de la peinture par une entreprise. On a amené du papier, tout ça. On a improvisé un atelier dans la cour où on habitait avec les enfants du quartier. À Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, C'est dans quel Burkina pays? Faso. Au Burkina Faso. Voilà, c'est un pays qui est à côté du Mali, au-dessus de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Enclavé, il n'y a pas la mer. Ancienne Haute-Volta. Voilà. Exactement. Alors, nommé Burkina Faso par Sankara. Qui est, voilà, enfin, je sais pas, ceux qui connaissent et qui connaissent pas Sankara, mais normalement tout le monde devrait le connaître. Il est mort. Oui, il a été assassiné par son frère de lait. Ah non, par son frère de lait, mais ah non, là, c'est avec celui de l'accident d'avion, c'était au Rwanda. À l'époque. Ah, ok. Donc il a été assassiné par la main même qu'il a assassiné, c'est son frère de lait, Blaise Compaoré, qui est toujours au pouvoir maintenant. Qui est toujours au pouvoir maintenant, okay, mais la main, ceux qui ont guidé le bras, quoi, disons que... Oui, c'est tonton. Tonton et Chichi aussi. Et Chichi aussi, parfois, ils se serraient la main tous les deux. Donc, combat, ils étaient, voilà. Donc nous, on a connu le Burkina Haute-Volta la première fois, et après on est retourné du temps de Sankara. C'est vrai qu'on s'est baladé un petit peu aussi autour, mais que c'est vraiment avec les Burkinabés qu'on a créé le plus de liens. On va en Afrique pour rencontrer des gens, parce que c'est pas le Kenya, il n'y a rien à voir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de réserve d'animaux, il n'y a pas, il n'y a que des gens. Et c'est il n'y a ça pas de sauvages. Il y a des bons sauvages qui sont très civilisés. Beaucoup plus donc que nous. oui, beaucoup plus que nous, oui, ça c'est sûr. Donc en 95, on a improvisé cet atelier, on est revenu complètement transformé parce que on a trouvé que ces enfants avaient une capacité artistique énorme qui était absolument pas exploitée, et ça a mûri. On a créé l'association La Soupape Ailée, et puis après ça a mûri, mais on savait pas comment financer une chose pareille. Et puis on a eu un jour un déclic, c'est qu'en 2001 on a fait une expo à la Goutte d'Or dans une galerie qui s'appelle Cargo 21, où on a en fait présenté les peintures de ces enfants et nous monté un projet avec un appel à souscription pour la création d'un atelier permanent au Burkina, à Bobo, parce qu'en 95 on avait rencontré Yacine Sissoko qui avait une concession pas loin de là où on était. Donc une concession, c'est une cour, une cour souvent familiale, une entrée d'immeuble, mais bon, c'est tout en rez-de-chaussée.
Et donc c'est avec elle qu'on a décidé de monter le projet et qu'il a pu exister, puisque elle nous loue à l'année une partie, deux pièces, deux maisons avec une partie atelier et puis 2 chambres pour les artistes en résidence. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait des artistes qui viennent de France qui se relaient le plus possible dans l'année, quoi. Bon, il y a des années où il y a 6 mois d'occupés, il y a des années où il y a 4 mois d'occupés, des années où il y a 8 mois d'occupés, ça dépend. Et que les artistes aillent là-bas, ils sont entièrement bénévoles et ils travaillent avec les enfants en moyenne 3 jours par semaine, enfin disons un minimum de 3 jours par semaine. Après il y a des artistes, surtout si c'est les vacances scolaires, qui travaillent tous les jours avec les enfants. Et on a, disons, il y a une quinzaine d'enfants qui sont vraiment des accros mordus. Et après, il y a peut-être 100 ou plus d'enfants qui viennent pas. Et il y a un des jeunes qui est venu depuis le début, qui est lui-même devenu artiste. Mais au début, il avait 13 ans, 14 ans, maintenant il en a 21. Et lui, il est devenu artiste. Et lui, maintenant, c'est notre assistant. Donc, quand il n'y a personne... quand il n'y a pas d'artistes qui viennent de France, c'est lui qui ouvre l'atelier une fois par semaine pour les enfants. D'accord. Bien. Donc lui, il est rémunéré par contre. Oui. C'est le seul rémunéré. Si on a fait quelques années, ça dépend des budgets, parce qu'en fait, on fait une expo par an où on montre ce qui a été fait dans l'année par les différents ateliers et les différents artistes. Et c'est là que se réunissent tous nos adhérents, bienfaiteurs, qui sont... bon an, mal an, entre 80 et une centaine d'adhérents et de bienfaiteurs. Et là, ils voient ce qu'on a fait avec les 20 €, 30 €, 15 € qu'ils nous ont donnés l'année d'avant. On fonctionne avec aucune subvention. On n'a pas du tout l'intention de s'emmerder à demander. Nous, on est artistes aussi, donc ça nous prend beaucoup d'énergie déjà de pérenniser ce projet. Mais en tout cas, on n'a pas du tout l'intention de remplir des formulaires et d'être dépendant des subventions. Là, cette expo, une fois par an, on réunit... on pourrait même pas en avoir parce qu'on est vraiment trop le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que pour l'Afrique, soit on peut avoir des subventions côté humanitaire pur, genre soutien scolaire, éducation, construction de puits, tout ce qui concerne la santé et tout ça. Et au niveau des arts plastiques, là, de toute façon, c'est le ministère de la Culture, c'est l'art plastique officiel. Il faudrait travailler avec des artistes reconnus ou alors avec des écoles d'art. Bon, ça veut dire qu'on pourrait travailler que à Dakar, à Abidjan, et puis au Burkina, il n'y a pas un seul artiste burkinabé qui soit reconnu par le ministère de la Culture française. Donc, et puis les enfants et l'art, ça va pas ensemble. D'accord. Bien, on va poursuivre l'entretien après une pause musicale avec Ange et Damnation, pas Damanation, mais Damnation. Ouais. S'il te plaît, camarade du son. C'est parti. Et une petite musique qui nous rappellera des instants assez intenses à Gênes il y a quelques années. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix oscillée. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner, qui doit ou pas être là quand elle y va. Donc, honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Politia, politia, assassini, Giotto, assassini anche. Politia, assassini, assassini. Politia, politia, Giotto, assassini anche. Politia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes de rien n'éteint jamais. Et tout mon respect
respect, tête baissée à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tutti bianchi, à tous les autres sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. Donc, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards. J'ai vite honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Radio Libertaire, on est toujours là, oui, vous inquiétez pas, on va pas vous décramponner avant 1h. Arracaille, la 21e, avec ce matin Ange et Damnation, deux artistes qui officient beaucoup au Burkina, dans une petite ville ou un petit village. Oh, c'est la deuxième ville du pays, ça s'appelle Boumou-du-Lasso. Très fort en géographie. Robert, vous voulez dire Non, pour celui d'Hergé qui est particulièrement attaché à la personne, pour lui faciliter un peu le boulot. Donc, Enfin, on est beaucoup au Burkina. On y est 2 mois par an. On y est 2 mois par an. Un mois et demi, 2 mois par an. Sinon, on est dans le 18e. Et on a un atelier qui est une ancienne boutique, où sur la porte, il y a écrit artiste de proximité, un petit peu en relation au commissariat de proximité qui est pas très loin, rue de Clignancourt. Et enfin, c'était un petit clin d'œil qu'on s'est donné comme ça. Mais c'est aussi qu'on a fait le choix de travailler en regardant la vie autour. C'est-à-dire en donnant la possibilité aux gens du quartier de rentrer, de vous voir travailler, tout ça, quoi, d'avoir des contacts avec les gens de la rue, quoi. Et on en a, il y a nos potes qui viennent prendre un petit café le matin, ça c'est sûr, mais sinon il y a des visiteurs, il y a des touristes qui rentrent direct comme ça, d'autres gens qui hésitent un peu, c'est assez marrant parce que il y a des sculptures dans la boutique et puis bon, ces sculptures, il y a des grands totems et bon, ça fait très africain. Donc souvent il y a des gens qui rentrent un peu étonnés, qui pensent que ah tiens, il y a un artiste africain qui est là, et puis ils voient 2 blanches. Déjà ils pensent que c'est un mec et en plus elles sont blanches. Ben non, c'est nous. Et
Et voilà, ils visitent, et puis des fois il y en a même qui achètent. Ça, c'est miraculeux. C'est pas miraculeux, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, nous, ça nous permet de montrer un peu notre travail, et tout en travaillant. Parce qu'on n'est pas une galerie non plus, hein, on produit vraiment sur place. Voilà, et ça, on n'est pas trop... on a beaucoup travaillé en résidence aussi, devant le public. C'est des choses qu'on aime bien, avoir un rapport avec les gens. On n'est pas les artistes qui s'enferment et qui ont besoin d'être complètement reclus. Et déjà, le fait de travailler à deux, peut-être qu'on n'est pas très très individualiste. On pense que le collectif, ça fait avancer beaucoup plus vite. En tout cas, nous, ça nous a toujours donné beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on avait à faire. Et beaucoup d'indépendance aussi. On est tellement indépendants qu'on n'a pas de galerie rattachée ni rien. Et que on suit notre petit bonhomme de chemin, tranquille. D'accord. Bien, on va passer avec Jean, qui a changé sa casquette entre-temps, qui va nous causer dans le poste... j'ai toujours du mal avec les noms allemands. Hegel. Oui, Hegel. Mais je vais te faire l'économie des prénoms, si tu veux, parce qu'il y en a une flopée. Ouais. Hegel, voilà. Un extrait d'Esthétique. Hegel, c'est 1770-1831. Je vous avais déjà lu le 3 février de cette même année un extrait d'introduction à l'esthétique. Son Esthétique est une œuvre encyclopédique majeure, par l'envergure de la connaissance de l'histoire de l'art qu'elle manifeste, mais aussi par l'influence qu'elle va exercer sur tous les philosophes qui, après lui, vont s'intéresser à la question de l'art. Pour autant, celui-ci n'était pas plus, pour Hegel, au sommet de la pensée et de la création humaine que la logique ou la métaphysique, par exemple, et je serais même tenté de dire bien au contraire. Le contenu peut être tout à fait indifférent et ne présenter pour nous, dans la vie ordinaire, en dehors de sa représentation artistique, qu'un intérêt momentané. C'est ainsi, par exemple, que la peinture hollandaise a su recréer les apparences fugitives de la nature et en tirer 1000 et 1000 effets. Velours, éclats de métaux, lumière, chevaux, soldats, vieilles femmes, paysans répandant autour d'eux la fumée de leurs pipes, le vin brillant dans des verres transparents, gars en veste sale jouant aux cartes, tous ces sujets et des centaines d'autres qui, dans la vie courante, nous intéressent à peine, car nous-mêmes, lorsque nous jouons aux cartes ou lorsque nous buvons et bavardons de choses et d'autres, y trouvons des intérêts tout à fait différents, défilent devant nos yeux lorsque nous regardons ces tableaux. Mais ce qui nous attire dans ces contenus, quand ils sont représentés par l'art, c'est justement l'apparence de cette manifestation des objets en tant qu'œuvre de l'esprit, qui fait subir au monde matériel, extérieur et sensible une transformation en profondeur. Au lieu d'une laine, d'une soie réelle, de cheveux, de verre, de viande et de métaux réels, nous ne voyons en effet que des couleurs, à la place de dimensions totales dont la nature a besoin pour se manifester. Nous ne voyons qu'une simple surface et, cependant, l'impression que nous laissent ces objets peints est la même que celle que nous recevrions si nous nous trouvions en présence de leur réplique réelle. Grâce à cette idéalité, l'art imprime une valeur à des objets insignifiants en soi et que, malgré leur insignifiance, il fixe pour lui en faisant son but et en attirant notre attention sur des choses qui, sans lui, nous échappaient complètement. L'art remplit le même rôle par rapport au temps et, ici encore, il agit en idéalisant. Il rend durable ce qui, à l'état naturel, n'est que fugitif et passager. Qu'il s'agisse d'un sourire instantané, d'une rapide contraction sarcastique de la bouche, ou de manifestations à peine perceptibles de la vie spirituelle de l'homme, ainsi que d'accidents et d'événements qui vont et viennent, qui sont là pendant un moment, pour être oubliés aussitôt, tout cela l'art l'arrache à l'existence périssable et évanescente, se montrant en cela encore supérieur à la nature. Esthétique de Hegel est disponible aux presses universitaires de France pour moins de 30 €. Vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Merci Jean pour ce rappel qui nous prend encore la tête un maximum. Mais vous pourrez retrouver tout ça sur le blog d'Arakai, où vous pouvez vous prendre la tête entre vos deux petites mains potelées et lire ça à la tête qui se repose dans les mains. Voilà. Bon, Angers de la Nation, on poursuit
le petit parcours sur vos vies un peu particulières d'artistes, parce que des artistes qui travaillent en collectif, c'est pas non plus très courant, qui reçoivent les gens de la rue dans leur atelier comme ça tous les jours en passant, pas non plus très courant, qui leur offrent le café encore moins courant. Ouais. Ou le thé. Donc vous êtes pas Le tout thé. à fait, vous êtes au contraire, vous êtes tout à fait atypique, parce que les artistes en général sont des gros égocentriques. Pour reprendre sur les Allemands, là, il y a une super. citation de Nietzsche qu'on a mis dans notre catalogue, là, qu'on est en train de faire et qu'on a déjà mis plusieurs fois. C'est un artiste n'a pas à sa disposition que sa seule intelligence, il a aussi celle de tous ses amis. Eh ben, joli. Oui, Ouais. on la connaissait Pas pas. mal. c'est vrai. Et je la Oui, parce connaissais qu'on pas. pense que effectivement, nous, enfin, on se sent pas en dehors de la société, et on pense qu'on peut vraiment créer, entouré de gens qui apportent chacun une petite pierre. À l'édifice. Oui, on écoute les commentaires de ce que les gens qui passent disent, ah, celle-là, oh, elle est chouette, celle-là, elle est bien, oh, celle-là, je l'aime pas. Ou bon, c'est pas Ouais, forcément. Vous devriez mettre un peu plus de rouge à cet endroit-là. Ou... On écoute tout, nous. On écoute tout. Nous, on écoute tout et on considère que tous les avis Enfin, sont. pas tout de tout le monde, hein. Oui. Là, On Mais a vous quand vous même- sentez pas obligé d'être des artistes populaires. On ne pas force obligé, pas. hein. populaire, d'abord, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bah parce on a un théoricien en ce moment qui sévit dans le champ de notre mouvement et qui commet parfois des gens de pétarades comme ça en disant que les artistes se doivent d'être populaires. Je sais pas. Ouais, mais ça dépend ce que c'est populaire, quoi. Ça veut dire quoi? Plaire au peuple, ou plaire à tout le monde. Enfin, d'abord, c'est pas plaire, mais disons, travailler ou faire des choses pour le peuple ou faire pour toute la société, quoi. Nous, on fait pour toute la société, on peut pas non plus. Bah pour moi, le peuple, c'est toute la société, c'est pas. Oui, une mais après, si catégorie on de la a un société. truc populaire, ça, quand on dit populaire, ça a un Bien côté sûr, un c'est peu une connotation, péjoratif, oui, tout quoi. à fait, ouais. Voilà, moi, je pense pas. Il y a des. Après, l'art qu'on fait, moi je trouve que dans l'art populaire, justement, il y a des choses merveilleuses qui sont faites souvent, soit par des artisans, soit par des autodidactes. Après, il y a l'art brut, il y a l'art singulier. Si on voulait vraiment, nous, on n'arrive pas à se mettre vraiment dans une case. On n'est pas art brut, on n'est pas assez autodidacte et assez barré pour ça. Art singulier, ben c'est pas non plus ça. Alors bon. Art Mais en ça- marge. Ouais. Oui, ça, on est Art assez pluriel, en marge. vous êtes Art deux. pluriel, on est deux. Hein, c'est le fruit d'un dialogue, ça c'est sûr. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est difficile de. Mais en tout cas, vous êtes. En tout cas, c'est nous, on a de par de notre existence propre, on a réussi à difficilement faire des prix. Alors, donner un prix à une œuvre, vachement difficile. Si vous l'aimez affectivement, que vous n'avez pas envie de vous en débarrasser, vous pouvez la faire très cher et vous dire que bon, si elle part, c'est parce que tant pis, au moins ça aura rapporté pas mal de sous pour un moment. Sinon, bon, on a fait depuis 2 ans une série de sculptures qu'on a à 60 ou 70 euros pour qu'effectivement, là, ce soit à la portée de tous. Et on en a fait une 50aine, une 60aine, on a tout vendu. Les gens sont arrivés comme des fous et trop contents de pouvoir s'acheter une sculpture à 70 euros. Et nous, on était ravis parce que finalement, l'un dans l'autre, on a travaillé pendant 1 mois et demi, 2 mois pour les faire. Et puis après, tout est parti. Ça faisait un grand vide. On s'était bien. Et puis, tous les gens sont repartis. Alors, ceux qui avaient plus de thunes, ils en ont acheté 2 ou 3. Ils en ont profité. Et puis, sinon, on fait en fait des tarifs. Des fois, la femme de ménage de l'immeuble qui voulait nous acheter quelque chose, on lui a fait un prix. Non, pas mal. Alors, Ouais. ça, c'est sûr que ça plairait peut-être pas tellement au ministère de la Culture. Non, puis il y a certains artistes non plus, parce que j'en connais, moi, qui vendent leurs œuvres, qui ont des prétentions un petit peu extravagantes, 50 000 euros une peinture,
Ils la vendront jamais, mais ça l'a fait parce que quand il y en a qui la vendent à ce prix-là. Oui, il y en a qui la vendent, mais enfin ceux qui la vendent, c'est peut-être s'ils ont des bons marchands, quoi. Mais oui, quand c'est un artiste tout seul, tout seul, qui veut faire ça, voilà. Bien, on va reprendre la discussion, enfin pas la discussion, mais les échanges avec vous après une pause musicale que notre camarade de la régie. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Ce matin, avec dans le studio, évidemment, un technicien qui tient à demeurer anonyme, pour je ne sais quelle raison. Jean et Ange et Damnation qui sont nos invités, qui nous parlent de la manière dont elles bougent dans la vie, des artistes qui s'engagent, c'est assez rare, de plus en plus rare peut-être, et qui vont poursuivre avec nous l'exposé, si l'on peut dire, de leurs diverses, comment on pourrait dire, agitations. Pérégrinations. Voilà, eh bien j'attends. Alors les filles là. Ouais, faut nous aider un petit peu là, parce que nous on n'aime pas trop parler de nous. Alors si on pose des questions, c'est plus facile. Oui, mais... Bon, alors vous allez recevoir dans votre atelier demain un artiste burkinabé qui fait des bijoux.
Oui, qui s'appelle Sédou Cissé, et qui est surnommé Baba Cool. Qui n'a rien à voir avec Baba Cool, mais... Donc c'est un artiste créateur qui fait des bijoux au Burkina, et là il vient pour le festival Musique Pétis à Angoulême pour essayer de vendre ses bijoux, et après il va exposer dans notre atelier en même temps que nous. On va exposer nos bronzes, et lui qu'on a réalisé cet hiver au Burkina, et lui va exposer ses bijoux. Vous pouvez nous parler un petit peu des fondeurs burkina, parce que est-ce que c'est toujours dans le petit four traditionnel Ah oui, là-bas ils sont... Non, c'est pas la Brousse, c'est la deuxième ville du pays. C'est avec de la terre battue. Oui, c'est dans la terre battue. C'est de la terre battue. Bon, c'est un pays qui est technologiquement pas très développé, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Humainement, c'est autre chose. Ouais. Et donc, on travaille avec un fondeur qui s'appelle Traoré Daouda, qui lui, par contre, a bien réussi financièrement dans la vie et tout. Maintenant, il vit à moitié en Espagne. Et donc, on fond dans son on fait les cires. En fait, le bronze, ça se fait à partir de cire. Ouais. Nous, on fait des sculptures en cire. Depuis quelques années, on a inventé une nouvelle technique. On mixte des graines qu'on trouve avec de la cire. Donc après, on amène nos sculptures chez les fondeurs. Eux, ils font un moule en terre, en argile autour de la cire. Ils font sécher ça. Après, ils le font cuire très longtemps et très fort. Ils le mettent vraiment dans le feu. C'est dans le feu, c'est recouvert, c'est cuit. De façon à ce que la cire fonde. Et maintenant, donc normalement c'est juste pour faire fondre la cire, mais là, comme on met des graines, il faut aussi carboniser totalement les graines à l'intérieur. Et donc après, ils font chauffer le bronze. Donc souvent c'est... des récup de robinet. Voilà, ce qu'on appelle ici, c'est du petit bronze, quoi, parce que c'est pas du bronze fait comme en France dans les normes avec au quart de gramme près les 2 métaux qu'il faut pour faire de bronze, que je me rappelle jamais lesquels c'est. Il y a du cuivre et du laiton. Bref, on sait pas, on va pas vous dire de conneries. Le bronze, là, en l'occurrence, voilà, il y a des cadenas, des robinets, tout ça ils prennent, ils pèsent, ils font leurs proportions, ils mettent un peu de cuivre, tac. C'est coulé dans un creuset. Et pendant ce temps-là, les moules continuent à cuire. Mais c'est très rudimentaire comme technique, c'est-à-dire ce qui alimente le feu, c'est une roue de vélo reliée à une espèce de soufflerie récupérée sur une machine à coudre. Et donc il y a quelqu'un qui doit tourner, certaines fois c'est un enfant, qui tourne pendant 2 heures, comme ça, la manivelle pour faire tourner la roue de vélo, pour faire la soufflerie. Et il y a une espèce de four pas très très grand en terre. Et dans le four, il y a le creuset recouvert de charbon. Et une fois que le métal est en fusion, ils prennent ce creuset avec des pinces. Ils sont en tongs. Les moules sont installés en ligne dans une espèce de petite tranchée faite dans la terre, qui sont posées comme ça, et ils coulent. Mais c'est très impressionnant parce que le creuset, il est énorme, il fait 10 kilos. Ouais, 10 ou 20 kilos, facile. Et il faut couler par un petit trou qui est grand comme un petit doigt, quoi. Donc c'est assez impressionnant à voir. Il y a quelques gouttes. Après, on casse la terre. Ça, c'est eux qui cassent la terre, et après ils nous les donnent, et nous on gratte tout ce qui reste de charbon, et on fait la ciselure, on ponce, quoi, enfin on lime certains détails, les détails, parce qu'il y a des petites ébarbures, il y a des choses. Parce que les moules en argile qu'ils font sont pas, ça dépend des endroits, mais ils sont pas, c'est pas une empreinte hyper nickel comme ici. Il y a des moules au sable qui font une empreinte, digitale, on peut avoir les empreintes digitales pratiquement. Que là, non, c'est pas ça. Donc on est obligé de reciseler, mais oui, mais quand même, on a des bonnes enfin, on arrive à attraper toutes les matières, et des fois il y a des bouts d'empreintes qui restent. Oui, parfois il y a des endroits où l'empreinte est nickel chrome. Comme il y a des évents, parce que le bronze, quand c'est à 1000 degrés, quand ça coule, en fait, il y a des gaz. Donc il y a des gaz qui doivent s'évaporer, donc il y a plusieurs évents pour que ça coule et ça passe partout. Et donc ces évents, bon, après il faut les enlever, il faut les ciseler. Donc ça, la ciselure, comme nous on fait des choses qui sont aussi quelque part un peu sensuelles,
on peut pas les confier à d'autres gens, la ciselure. Tout à fait. On se sent pas de... On a envie de le faire. On a envie de le faire, et même si c'est dur. Donc ça, souvent, on fait la plus grosse ciselure au Burkina, parce que s'il y a des choses qui pètent, des soudures à faire, c'est plus pratique sur place là-bas. Et après, on finit la ciselure ici, et la patine, qu'on fait aussi ici. Parce que on reste suffisamment pas assez de temps, on travaille beaucoup avec les enfants, tout ça, on n'a pas le temps de vraiment les faire de A à Z là-bas, mais le plus gros on le fait, et puis on finit ici. D'accord. Bien, Igor, c'est l'heure pardon. Est-ce que la petite histoire c'est maintenant ou... Peut-être tu pourrais, Igor, non? Nous raconter maintenant. Ouais, parce que... La petite histoire parisienne. Ouais. La petite histoire ou celui qui te remplace aujourd'hui. Dite par son remplaçant aujourd'hui. Non, mais il faut que j'allume mon micro est coupé. D'accord. Parce que je cause pas. Dès que vous me demandez à causer, il faut que j'allume. C'est marrant parce qu'il a l'accent d'Igor, mais c'est pas Igor. Ouais, mes chers auditeurs, vous les connaissez ces deux-là, donc vous n'êtes pas étonnés de ce qu'ils racontent là. D'accord. Aujourd'hui, cette petite histoire parisienne, c'est la 6e histoire parisienne qui je m'excuse, c'est mon téléphone portable. Ouais, c'est son comité de surveillance qui l'appelle. Je suis désolé. Non. J'ai oublié de couper parce que je coupe toujours mes lames. Bon, cette petite histoire parisienne, elle concerne l'amitié dans la rue. Enfin, quand on voit des SDF dans la rue, on les croise, souvent on essaye même d'éviter leur regard. On est loin de penser qu'il y a quand même des liens amicaux parmi ces barbus, parmi ces gens, parmi ces jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se trouvent dans la rue et des jeunes, ils ont besoin de se regrouper, de discuter, etc. Quand on communique, il y a forcément aussi des conflits qui surviennent, et puis des bagarres, etc. Donc, moi j'ai vécu plusieurs histoires d'amitié de la rue où j'observais, parce que moi je suis plutôt solitaire, mais j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé, et puis j'ai observé beaucoup d'autres histoires ou quelques bonnes histoires, et j'ai décidé à un moment donné de créer une petite histoire parisienne sur l'amitié, et celle-là est créée sur les choses vraies et les choses qui m'ont frappé le plus. Donc cette petite histoire parisienne s'appelle le bouton doré. Ça se passe dans le 6e arrondissement, quartier Saint-Germain-des-Prés. Il y a à Paris un refuge très réputé par la cruauté des hébergés. Là-bas, pas de place pour ceux qui ont des scrupules ou qui ont peur. Parmi les occupants, il y avait un homme vêtu d'un grand manteau bleu au bouton doré à l'encre marine. Il était très fier de ce manteau. Son caractère arrogant, pas respectueux des autres et toujours prêt à se bagarrer, symbolisait son image de marque. À l'opposé, mes copains kabyles qui formaient un groupe compact de 12 à 15 individus. Un jour, en plein hiver, il est arrivé dans ce refuge un jeune, David. Il m'a dit qu'il avait 18 ans et qu'il a toujours vécu dans les orphelinats. C'était un gentil garçon, mais pas vraiment fait pour cet endroit. Par malheur pour lui, David a été remarqué par le mec au manteau bleu qui l'a provoqué et terrorisé toutes les nuits. La situation a dégénéré à tel point que Hossein et Salah, mes amis kabyles, ont été obligés d'intervenir. Salah a été très clair. Laisse David tranquille et comporte-toi avec lui comme avec mon propre frère. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Quand un kabyle te parle comme ça, tu as intérêt à le regarder et bien écouter. Les semaines passeront et David a trouvé avec eux une nouvelle famille, sa famille berbère. Le calme est revenu.
Sauf qu'un soir, David n'est pas rentré au refuge, et ni la nuit suivante. Nous avons su par les enfants, bouche à oreille, que David était à l'hôpital dans un coma profond. À l'accueil, on nous a guidés vers le médecin traitant de David. À sa question « Vous êtes de la famille ?» Ossine a répondu oui de telle façon que le médecin a accepté de nous expliquer que David a été agressé probablement par un coup de barre de fer et qu'il ne savait pas s'il se réveille un jour. Mais qui a fait ça? On ne sait pas, répondait le docteur. Il n'y avait pas de témoin, mais dans sa main serrée, on a trouvé quelque chose. À la vision de ce que c'était, les cabis se sont regardés et sans dire un mot, ils ont quitté le bureau du médecin. Dans la rue, ils se mobilisent très rapidement. Il avait un regard si dur en sortant des urgences que même moi, je n'aurais pas voulu me retrouver sur leur chemin. Le docteur a fermé le dossier et allait quitter son bureau. Ma curiosité était grande, alors je lui ai redemandé « Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la main de David ?» Il a ouvert son tiroir et sorti un bouton doré à l'encre marine. Vu le regard de mes deux amis, avant leur départ, je savais que le mec au manteau bleu est déjà foutu. Dans toutes les rues de quartier, les hommes savent quoi faire pour donner un coup de main. Mais il ne fallait pas toucher à leur petit frère blond. Merci Hugo. Eh bien... les commentaires sur la table, non. Bon, Jean, tu nous racontes une... oui, ça va paraître léger. Oui, c'est peut-être pas plus mal. Pour nos deux invités en Gédanation, histoire de vie, histoire d'artiste, une histoire de chef-d'œuvre, Le Jardin des Délices par Hieronymus Bosch. Bosch, c'est 1450-1516. Nous avons peu de détails sur celui qui reste l'un des artistes les plus originaux et les plus énigmatiques de l'histoire de la peinture. Sur la quarantaine d'œuvres qui lui sont attribuées, 7 seulement sont signées de sa main. De nombreux tableaux d'inspiration biblique qui étaient conservés en la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc ont été détruits lors de la mise à sac de la ville par les protestants en 1629. Plus d'un siècle après la mort du peintre... Plus d'un siècle après la mort du peintre, si son œuvre devait toujours répondre de certaines accusations d'hérésie, elle trouvait aussi d'ardents défenseurs au sein même de l'Église, notamment en Espagne. Le moine Joseph de Siguenza justifiait ainsi son intérêt pour Bosch. La différence qui existe, à mon avis, entre les peintures de cet homme et celles d'autres, consiste en ce que ces autres, cherchent à peindre le plus souvent les hommes tels qu'ils apparaissent de l'extérieur, alors que lui seul a eu l'audace de les peindre tels qu'ils sont à l'intérieur. Je rappelle que les hommes de la fin du Moyen-Âge étaient tentés par le péché et par le jugement universel, qui était communément annoncé par nombre de prédicateurs comme devant se produire en 1500. Le Jardin des Délices, qu'on peut situer entre 1485 et 1505, est probablement l'œuvre la plus déconcertante de Bosch. Refermés, les panneaux extérieurs de ce triptyque représentent la création du monde dans un camailleux de gris-bleu. L'univers, enfin, là j'ai ramené un document imprimé, mais mon imprimante pour les gris-bleus, elle n'est pas terrible. Je me rappelais pas de ça. Oui, il est très souvent montré, montré ouvert, mais jamais fermé. Oui. Voilà, ça fonctionne exactement comme ça. L'univers y est représenté sous la forme d'une sphère où apparaissent les premiers signes de la vie. Une fois ouverts, les panneaux reviennent à une représentation à sujets séparés. Celui de gauche montre le paradis terrestre, où une fois n'est pas coutume, c'est le Christ qui présente Ève à Adam. Non, très important. Celui de droite, l'enfer. La partie centrale montre une sorte de paradis second, peuplé d'une double floraison. Humain nu d'une part, forme animale, minérale et végétale d'autre part. Certains couples se changent en fruits, d'autres sortes de moules géantes, d'énormes oiseaux les couvent ou les coiffent. D'aucuns ont cru pouvoir en conclure que le triptyque se lit de gauche à droite, comme un rapport de cause à effet, la luxure centrale étant consécutive
à la chute du couple originel et précédant de peu la descente en enfer. Celui-ci est occupé en son centre par un homme à demi caché derrière un œuf crevé, et dont le visage qui nous regarde ne paraît nullement troublé par la ronde des démons qui se déroule sur le pourtour de son chapeau. On y a vu l'image de Satan, ou encore celle d'un monde de tristesse et de solitude morale, tout empreint de la misère de l'homme sans Dieu. Toutes les interprétations symboliques sont possibles. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, que Hieronymus Bosch appartenait en fait secrètement à la confrérie des frères du libre esprit, qui exaltait la liberté de l'amour charnel, c'est authentique, hein, on a des doutes là-dessus, ou encore à celle des frères de la vie commune, qui prônaient une totale absence de règles monastiques. À cette époque épique, les satires contre le clergé se donnaient libre cours dans le vaste pays de Flandre. Ah, frère Robert, faites que revienne ce temps béni. Oh oui, frère Jean. Bien, on poursuit donc avec Ange et Damnation. Ah oui, quel rapport avec la religion entre Ange et Damnation? Oui. Ah, pas mal, ouais. Ah oui, parce que là, ça pose question quand même. Alors, on a choisi ce pseudonyme dans les années 80. On a un peu regretté après. Mais bon, Oui, mais sur on le regrette coup, encore parfois. on regrette encore un peu. C'est un peu lourd à porter des fois. Oui, je veux bien croire. Bon, à l'époque, on était très branchés sur les anges et sur l'iconographie religieuse qu'on comptait tout à fait revisiter. Donc, c'est plus lié au travail qu'on avait il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on va dire. Une vingtaine. Oui, mais bon, après ça s'est quand même continué pendant quelques Donc, on a années. créé les Anges et Damnation en 86. Blandine faisait des anges, moi je faisais déjà des anges. Et on faisait des choses où bon, on sortait d'école d'art, enfin on était à l'école d'art, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts. Donc on était très impressionnés par l'histoire de l'art et notre travail sur chacune individuellement se rapprochait, s'inspirait de l'histoire de l'art, on manipulait l'histoire de l'art un peu, on reprenait des toiles ou des œuvres et donc on s'est dit que si on voulait travailler ensemble, Ange c'était pas mal parce qu'on faisait toutes les deux des anges. En plus, pour les listings et les trucs comme ça, ça commençait par un A, donc on était au début. Et ça, c'était bien aussi. Mais on ne voulait pas faire que Ange, quoi, parce que ça faisait un peu... Et donc, on a cherché plein de trucs et on a trouvé Damnation. En plus, ça faisait à aider. À l'époque, c'était un peu... Voilà. C'était d'actualité. Donc, voilà. Et maintenant, parfois, on regrette un peu. Il y a des moments où on a voulu changer, mais on a essayé de trouver autre chose, on n'a pas réussi. Et puis, bon, il y a quand même plein de gens qui sont autour de nous qui trouvent que c'est vrai que ça fait flash, les gens s'en rappellent et tout ça. Bon, au niveau de l'art contemporain, ça nous a grillé direct pour tout ce qui est art contemporain, quoi, parce que pour les gens de l'art contemporain, ça fait plutôt groupe de rock ou machin, mais ça fait pas c'est très artiste, contemporain, quoi. pourtant. Ouais, mais bon, Bah non, ouais, mais ça l'a bon, jamais fait, quoi. Si tu veux, c'est-à-dire que nous, en tant que femmes, je pense qu'on ne pouvait pas faire comme Pierre et Gilles. Si on avait signé Blandine et Marika, ça passait. Ça nous intéressait. C'est quand même con, hein, ça puis, à la n'a pas limite, grand-chose. On voulait reprendre ni nos noms ni nos prénoms, quoi. On voulait vraiment un truc en dehors. On voulait Et- quelque chose qui soit sur la dualité aussi. Et puis c'est vrai qu'au début on s'amusait beaucoup avec ça, quoi. On a fait beaucoup d'installations. Disons, on transformait les espaces, on faisait des grands espaces avec des grandes sculptures et on transformait, on mettait soit des bâches peintes, les gens pouvaient rentrer, des tapis volants. Donc, mais bon, après, on a fait Jésus, Joséphine et Marie-Joseph. La et conversion de Marie. Pauline, on a fait Micheline terrassant les diables dans la chapelle de la Salpêtrière. Donc, Micheline faisait 5 mètres, le ciel faisait 20 mètres, et puis les diables en dessous étaient taille humaine. On a donc, je sais pas si vous voyez la chapelle de la Salpêtrière, c'est une immense chapelle avec plusieurs salles, donc il y a 2 salles des apôtres. Bon, évidemment, nous, on a mis les apôtresses. C'est-à-dire qu'il y avait les apôtres, et entre les apôtres, il y avait des femmes volantes en papier. On a fait des anges noirs, évidemment. Jésus, on l'a fait fille et noir. Et donc on a transformé comme ça Sainte Micheline, Saint-Michel, Gabriel et tant d'autres au féminin. Et Jeanne d'Arc aussi. Jeanne d'Arc qu'on a
pour féminiser un petit peu plus parce qu'on trouvait que c'était une figure un peu androgyne. Disons qu'on était un peu embêtés quand même qu'une des plus grandes figures de l'histoire de France, bon, qu'elle soit ce qu'elle a été, on s'en fout, mais ce qui est important symboliquement, c'est que maintenant, dans beaucoup de pays, les gens connaissent la France, ils connaissent la Tour Eiffel, machin, ils connaissent Jeanne d'Arc. Bon, donc dans notre propre pays, Jeanne d'Arc soit raptée par Le Pen, ça nous embêtait, quoi. Donc on Surtout voulait que des héroïnes, on n'en avait pas beaucoup, quoi. Non. On voulait en faire la patronne des homos. Et il y avait Jeanne Hachette. Mais bon, Oui, il y avait Jeanne Hachette, mais elle est moins connue quand même. Alors que Ça fait moins. Jeanne d'Arc, même en Chine, elle est connue. Oui, bah c'est peut-être pas le mieux, mais enfin bon. Non, mais c'est la Chine, c'est l'autre bout du monde, et puis il y a beaucoup de Chinois. Donc là, maintenant, Donc, bon, c'est vrai que... Mais damnation, parce que là, vous nous avez parlé d'ange, mais pas de L'ange et damnation. damnation, c'est la même chose. Ah Je ouais veux dire, l'un va pas sans l'autre. Quelque part, c'est le noir et le blanc, le yin et le yang, le machin, quoi. Il y a les anges, et puis il y a le fait d'être damné. Les anges, c'est le paradis, quelque part, et la damnation, c'est le fait d'être damné, et donc d'aller en enfer. Donc c'est un peu ange et démon, là. Parce que on est des anges un peu rebelles, quoi. Mais bon, maintenant, on a un petit texte sur le site, là, que les anges sont les SDF et les sans-papiers contemporains, puisque les anges, par définition, ça n'a pas de papier et ça n'a pas de maison. Mais ça circule librement. Et ça n'a pas de Plus sexe. librement Et ça n'a pas de sexe. Donc comme ça, oui, nous, Ça a on a beaucoup fait des d'avantages. anges, effectivement, on a transformé les dieux en déesses et les saints en Mais saintes. bon, après, mais- plus on a voyagé, plus on s'est attaqué, si on peut dire, à toutes les religions, quoi. On a été pas mal en Inde aussi. Donc on a beaucoup pioché dans l'hindouisme, et on a aussi pioché dans la religion musulmane, et on a aussi pioché dans toutes les religions animistes, dans l'art africain, dans ces trucs-là, quoi. Donc en fait, c'est plus Est-ce que, une base. est-ce que l'animisme, on peut qualifier ça de religion? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça dépend, oui, pourquoi pas. Une religion, c'est quelqu'un qui croit à des choses supérieures qui seraient pas humaines, mais qui seraient supérieures quelque part ailleurs dans Oui, mais dans les un religions, autre espace. dans les religions. Les animistes, c'est un peu ça. Ils imaginent qu'il y a des êtres supérieurs Ouais, qui prient fétiches, ou pour lesquels ils font des sacrifices, tout ça. ouais. C'est un peu pareil, sauf que c'est pas canonisé, quoi. Enfin, ils ont pas mis des règles et des trucs. Voilà, c'est pas, c'est ça, ouais. c'est pas écrit. Ouais. C'est un peu les religions des sociétés orales. Ouais. Enfin, je sais pas, mais je pense. Mais c'est plutôt tourné vers la nature plutôt que vers des entités spirituelles, non? Ouais, mais par exemple, si un arbre est saint, c'est, tu vois, si un arbre est sacré, par exemple, c'est spirituel quand même. Oui, bien sûr, on peut dire ça, mais eux, moi j'ai toujours un petit conflit avec ces choses-là, parce que pour moi, les animistes sont des gens qui révèrent la nature de diverses manières. Bon, ils font des sculptures en Afrique, machin, pour voilà. Mais la C'est nature, des elle est initiés qui les font. Oui, hein. oui, tout à fait. Mais la vrai. nature, elle est nourricière. C'est elle qui. Oui, enfin, c'est comme une mère. Tandis que les dieux, ils nourrissent rien du tout. Les dieux, enfin les religions un peu plus élaborées ou monothéistes, mais sans être monothéistes, parce qu'aux Indes c'est pas le cas. C'est quand même des espèces de, je sais pas comment on peut qualifier ça, c'est tellement inqualifiable, mais qui font chier le monde avec des espèces de, et puis qui font du prosélytisme, et puis qui essayent de dire ça c'est les bons, ça c'est les mauvais. Chez les animistes, il n'y a pas ça. Non, mais les hindous, par exemple, il ne faut pas de prosélytisme. Ah non, mais les hindous, j'ai pas dit que c'était les animistes. Hein. Non, je dis si on peut juger par le fait de faire du prosélytisme ou pas. Les hindous font pas de prosélytisme. Hein. Non. Ben non, si on n'est pas hindou, on ne peut pas devenir hindou. Ouais. Donc. Je sais pas, tu dis sur le rapport des animistes à la nature. Oui, mais en même temps, moi je pense que c'est pas des végétariens. Hein, non, je me mettais pas du tout sur la sur ça. nature. Il y a des sacrifices. On travaille avec du sang séché, avec de la terre, des poils. C'est un peu l'ancêtre des religions.
Oui, bien quelque sûr. part, Tout à fait, oui. Voilà, c'est des religions qui sont pas encore structurées, qui sont des religions de société qui se sont pas encore structurées dans un développement tel qu'on l'entend en nous, quoi. Et en fait, au début, le christianisme, la religion juive ou bon, le hindouisme, ça arrive des tout profonds là-bas du paléolithique, néolithique et tout ça. C'est une religion qui s'est transformée, qui a jamais été révélée, mais où il y a dans l'hindouisme, il y a encore même maintenant des déesses mères qui sont vraiment l'équivalent des déesses autantotes et donc ouais, l'animisme en fait c'est la même chose sauf que ça n'a pas encore grandi, quoi, à mon avis, hein, mais je sais pas, moi je le sens comme ça, quoi. Parce qu'au début les religions avant de se structurer c'était je pense que Abraham c'est vrai, quoi, si on reprend l'idée, quoi, de Abraham, il n'avait pas grand chose de différent à son époque des animistes dans la forêt en Afrique, hein. C'est à peu près le même genre de... Sauf qu'il a eu la révélation, voilà, mais... D'accord. Enfin, je sais pas. Non, mais moi je pose juste la question, je n'ai pas d'avis vraiment tranché là-dessus. Oui, je me sens plus à c'est pas l'aise. un avis tranché, c'est juste... je me sens plus à l'aise avec ces choses d'animisme. Je sens que c'est plus humain, que c'est moins... Voilà, ils portent pas de vrais jugements sur. Ils ont une manière beaucoup plus libre, je crois. Enfin, mais ça fonctionne. Moi, je crois pas du tout. Moi, je pense que ça peut être sectaire et ça peut être très ça peut être violent, autoritaire. Oui. Mais parce qu'en fait, les choses sont gérées dans la société africaine. Je sais pas, il n'y a pas de dialogue direct, par exemple, avec quelqu'un s'il y a un souci, un conflit, c'est une troisième personne qui va parler, tu sais. Donc, tout paraît très simple, mais c'est pas très compliqué. D'accord. Il y a des hiérarchies, il y a des structures, il y a des bases qui sont, mais impénétrable et difficile c'est pas encore un riff qui fout le camp, quoi. Bon, merci les copines. Mais bon, c'est pas de toute façon l'anémisme, c'est ça qui est très difficile, c'est très difficile d'approcher l'anémisme parce que c'est des sociétés, si on n'en fait pas partie, on va, et puis en plus par exemple, je sais pas comment c'est en Amérique du Sud ou chez les Lapons, chez les Inuits et tout ça, mais en tous les cas, en Afrique, déjà quand on est blanc, c'est pas facile d'approcher ces trucs-là parce que c'est des choses secrètes, quoi. C'est des choses d'initiés. Voilà, c'est que des choses d'initiés. Donc, voilà, il faut être initié pour comprendre et pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, quoi. Ok. Et vous avez approché un peu? Non. Vous n'avez pas cherché ou? Non, on n'a jamais cherché. Ouais. Non. Ok. Non. D'accord. Je voulais juste. Moi, j'ai jamais mis les pieds à l'église petite et. Si, à la Salpêtrière. Mais ça, j'étais grande et puis la chapelle est était libre. consacrée. La chapelle est plus consacrée. Les excuses vaseuses et la chapelle est plus consacrée. Je voulais juste pour appuyer certaines choses là qui ont été dites. Revenir sur un truc que j'ai lu, mais je peux pas citer les termes exacts. Un cinéaste qui a déclaré ça à Cannes pendant le festival, là, c'est en s'approchant au plus près du péché qu'un homme trouve sa dimension religieuse. Donc, je ne sais pas. Péchons mes frères. Péchons, allons-y à fond. Il faut pas trop pécher, parce qu'après. J'ai dit au plus près, au plus près. Mais je suis incapable de vous dire de qui il s'agit. C'est peut-être la Palme d'Or, j'en sais rien. Ou Lars von Trier, enfin en tout cas c'est un cinéaste important qui vient de dire ça. Voilà. Bien. J'aimerais poser quand même nos petites questions habituelles à nos deux camarades. Je sais pas comment ça marche. Sur leurs conditions de travail, on a un peu approché quand même. Les conditions de travail, on vit avec pas grand chose, mais on n'est pas érémiste. On cotise à la maison des artistes. Ouais. Et donc il y a des hauts débats, parfois on gagne un peu plus d'argent, parfois un peu moins. Mais on n'a pas de travail fixe, on n'est pas professeur à côté ou des choses comme ça. On fait pas d'intervention. De nos amis artistes. On fait des interventions en centre de loisirs ou en avec pas tellement milieu scolaire, mais plutôt parascolaire. Oui. Donc parce qu'on estime que effectivement les arts plastiques ça peut être un. Mais bon, travailler en milieu scolaire, c'est beaucoup de paperasse à remplir. On a fait des trucs où on a demandé des subventions aussi et tout ça, mais
Bon, c'est toujours un peu lourd. On travaille avec les assos de quartier de la Goutte d'Or, pas mal, donc avec, mais de plus en plus avec des enfants, mais tout public, avec des adultes et des vieux. On mélange tout maintenant. Et les vieux. Merci pour les vieux. Ça, le et des vieux, c'est un peu trop. Non, c'était la fin. La carte vermeille qui proteste dans son cou. Ta deuxième question, c'est leur vision de la place dans la société, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez un peu répondu, mais est-ce que c'est a besoin d'être approfondi? Parce que bon, les gens, les artistes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qui nous emmerde? Bah quand même, ils sont là pour égayer un peu toute la tristesse de la société ou tout. Enfin, je sais pas, ils sont là pour donner à réfléchir, donner à voir, donner à toucher, donner. Est-ce que vous pensez qu'une société, parce que c'est ce que préconisent certains, et même des gens proches des milieux un petit peu progressistes ou même beaucoup, que la culture dans le fond ça fait chier, qu'on peut très bien s'en passer, non, que les moi artistes je pense qu'on peut pas s'en passer. Même pareil pour ouais. Non, mais s'il faudrait... dans une société idéale, on pourrait se passer des artistes puisque tout le monde pourrait être artiste quelque part. Mais ça, c'est une société idéale, ça arrivera jamais. On la voit bien maintenant que bon, on peut aller vers quelque chose, mais on n'y arrivera jamais. Mais autrement. Le rôle de l'artiste, oui, c'est d'être. Oui, il faut absolument des artistes dans une société, mais pas des artistes. Bon, c'est comme des intellectuels et tout ça. Il faudrait des artistes qui soient. Bon, c'est pour ça que nous, on essaye d'être proche des gens et puis de faire des choses pour. Et puis on a nos combats. Bon, on a fait le mausolée du sans-papier inconnu. On a fait plusieurs pièces par rapport au sans-papier, par exemple, qui est un sujet qui nous touche beaucoup. On a aussi énormément. Fait une série de sculptures sur les enfants soldats. Oui, ça j'ai vu sur votre site. D'accord. Bah oui, l'artiste, c'est un peu comme aussi un aiguillon, quoi, un machin qui doit essayer de remuer un peu les choses pour que la société avance, pour que ça... Non, mais c'est oui, bien pour faire prendre conscience. Nous, on a une prise de conscience sur quelque chose et puis on le transmet avec notre façon de le dire ou de le faire, c'est-à-dire des sculptures. Et bon, oui. Mais après, je conçois tout à fait aussi qu'il y ait des artistes qui soient tout seuls dans leur coin, genre pour les poser, quoi, qui soient des ermites et tout, et qui travaillent et qui fassent des choses et qui. Vous dites pas l'artiste, il faut qu'il soit comme ça. Ah non, nous on dit comment on le ressent pour nous. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, on fait les bronzes dont on parlait tout à l'heure avec les graines, on les a appelés les hybrides. Ce sont des personnages imaginaires qui sont donc issus d'un mélange du modelage et de graines, donc ils sont à la fois abstraits et figuratifs. Bon, faut quand même qu'on précise aux gens que ce qu'on fait, c'est quand même, somme toute, assez figuratif, mais pas du tout morphologiquement juste. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a toujours des petites fesses, par contre. Hein, on a toujours gardé ce côté du poupon angélique à la Tiepolo, un peu baroque. On est quand même très baroque, même en étant africaine. Et c'est d'ailleurs ce que les Africains nous disent souvent quand ils voient... c'est cette espèce de rondeur baroque qu'on a et qui est vraiment un mixte entre notre culture et puis celle qu'on s'est appropriée ou celle qu'on a su... Et ils trouvent pas les fesses un peu petites quand même, non? Non, elles sont jamais petites. Et vos rapports avec la profession, avec vos homologues, parce que on sait, moi je le sais en tout cas, peut-être Jean aussi moins, parce que lui, c'est comme il se qualifie, c'est un mercenaire. Mais les rapports entre artistes, c'est des fois un peu difficile. En fait, on n'en fréquente pas tant que ça, des artistes. C'est comme on est homo et puis on fréquente pas spécialement d'homo. Je sais pas, moi, c'est pas ce qui m'intéresse de savoir ce que les gens font dans la vie ou comment ils baissent, quoi. Alors, effectivement, on a des amis. Oui. Ah, vous êtes encore là, vous êtes atypique, là. En tout cas, c'est pas ça qui m'importe. Ouais, bon, très bien. Alors, c'est pas parce que quelqu'un est artiste que je vais devenir ami avec lui. C'est pas parce qu'il est gay non plus. Donc, des artistes, c'est vrai que souvent, ils nous énervent. Moi, ils me font chier, les artistes. Il faudrait tous les écouter. Non, j'exagère. Non, 95% seulement. 95% des artistes s'emmerdent en baisant. Mais bon, Ils nous emmerdent aussi. Par exemple, on a eu pendant longtemps un atelier à Belleville. On a fait partie des artistes de Belleville. On a rencontré des gens super, aux artistes de Belleville. On a fait des trucs pour l'association et tout ça. On a rencontré et on a milité pour la Forge à l'époque. On est resté amis avec des artistes de Belleville. Mais bon.
Autrement, en moyenne, oui. Autrement, bon, il y a toujours le problème, il y a les artistes, tous les artistes qui sont comme nous aussi, qui sont dans leur petit coin à faire leur petit travail et puis après il y a l'art officiel et ce qu'il est. Ça, c'est sûr que nous, on a toujours été rejetés. Alors bon, on peut aussi dire que c'est nous qui négligeons, qu'on n'a pas de galerie et tout. Bon, si on avait eu une galerie, peut-être on aurait bien aimé aussi quand même. Bien sûr. Non, mais c'est bien de le reconnaître. Ça nous aurait soulagé. Ça nous aurait soulagé. Même encore maintenant, si on en trouvait, on sera bien contente de pouvoir vendre nos bronzes. Le message passe. Voilà. Mais bon, il se trouve que jamais ça n'a marché, jamais. Oui, on a fait quelques expos. On a fait quelques expos dans des galeries, des machins, mais. Donc bon, le milieu de l'art, après, de toute façon, maintenant, c'est autre chose. Hein. Le milieu de l'art, c'est politique, c'est économique, et ça n'a rien à voir avec les artistes. Tout à fait. Et en plus, le milieu du ministère de la Culture n'a pas beaucoup changé ces 20 dernières années. C'est un milieu, misogyne. Vraiment misogyne. Et puis bon, nous, on a une partie dont on n'a pas parlé de notre travail qui est effectivement féministe. Et c'est vrai que je pense que ça a été un handicap pour nous d'être... qu'on représentait, féministe, puis 2 nanas qui travaillent ensemble comme ça, déjà une ça fait un peu peur, mais si on peut la draguer c'est pas mal, mais si elles sont 2 et qu'en plus elles sont pas baisables, ça marche pas. Non, ça c'est bon, d'accord. Alors, mais autrement, le monde de l'art quand même, ce 20e siècle, cette fin de 20e siècle, l'art a été rapté par le capitalisme, si on peut dire, quoi. Parce que maintenant, qui est-ce qui devient les artistes officiels? C'est vraiment, c'est les bourgeois qui ont compris que ça pouvait rapporter de l'argent et qu'en plus c'était un peu trop dangereux si on le laissait faire par n'importe qui, donc autant le garder à la maison, garder dans la famille, quoi, disons. Et voilà, et c'est des petites cooptations, des machins, ça fonctionne avec le carnet d'adresses et les trucs, c'est intéressant. Tout le un art conceptuel, l'art conceptuel, il n'y a plus besoin de savoir dessiner, il n'y a plus besoin de savoir faire quoi que ce soit, il suffit de réfléchir, mettre quelques petites phrases, faire des concepts et c'est fini, quoi. Comme ça, ça reste. D'accord, eh ben dites donc, pour vous arrêter, c'est dur. Hein. Est-ce que, c'est la question est un peu simplette, mais est-ce que vous voyez les avantages et leurs contraires dans l'exercice de votre taf? Quels sont, de votre point de vue, est-ce qu'il y a des avantages à faire ça? Est-ce qu'on fait ce métier d'artiste? Vous venez un petit peu de l'évoquer là avec les conceptuels, mais est-ce qu'on fait ce métier pour ses avantages en zappant ses inconvénients, ou est-ce que on découvre les inconvénients? Est-ce que les inconvénients sont vraiment inconvénients? Est-ce que les avantages sont vraiment avantages? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, le métier d'artiste, pour moi, le plus grand avantage, mais on pourrait le trouver dans d'autres métiers aussi, si on le fait de la même façon, c'est la liberté, quoi. Nous, on est entièrement libre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de tout, quoi. D'accord. Après, il faut aussi avoir peu de besoins pour moins on a de besoins, plus on est libre, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on a peu de besoins, donc voilà, on est libre. Et quels sont, enfin, si vous avez suivi l'émission, vous les auditeurs distraits, vous devez avoir aperçu un petit peu ces questions, mais quelles sont vos révoltes, vraiment vos révoltes, et je crois que vous n'allez pas nous cacher le truc, et vos espoirs pour l'avenir. Pour nous-mêmes personnellement. Pour vous et pour vous dans la société. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai pas beaucoup d'espoir. Moi, je souhaite juste pouvoir continuer le combat. Continuer à faire ce qu'on fait. Entre guillemets. Continuer à faire pareil, quoi. Après, pour la société, je pense que là, on va droit dans le mur. C'est un peu grave, quoi. Oui. Ouais. Vous pouvez concrétiser par un exemple ou quelque chose qui nous surprenne un peu? Parce que vous nous avez surpris jusqu'à maintenant. Si vous voulez continuer, ce serait bien. Je sais pas si on peut surprendre, parce que là, vraiment, tout le monde le sait. La planète, elle va à sa perte. Et politiquement, le capitalisme est en train d'éclater, d'exploser. On va vers une crise, de plus en plus de crises. Au niveau écologique, on va peut-être assister à la fin de l'humanité incessamment sous peu. Voilà. Et après, il ne restera plus que les animaux, et puis ce sera peut-être plus tranquille pour eux. Et moins d'animaux, puisque déjà, il y en a plein qui disparaissent aussi. Il y a justement, je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, c'est ça qui me fait plaisir quelque part.
pour mes choix, c'est que ce qui s'est fait de bien dans l'humanité, je crois vraiment les choses qui sont faites mieux dans l'histoire de l'humanité, c'est l'art. Franchement, on regarde les grottes de Lascaux, une sculpture de Michel-Ange, une sculpture à Maud. C'est assez extraordinaire. Voilà. Maintenant, pour le reste, franchement, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont fait et puis ça a été crescendo. Ou je sais pas, on connaît pas tous les détails de ce qui s'est fait. Mais le XXe siècle a quand même été gravissime pour ça. Tout à fait. Politiquement, moi je repensais l'autre fois quand même que j'avais voté pour Mitterrand et que avec mon bulletin de vote, il en a fait des choses. Le Rwanda, Sankara, enfin voilà quoi. Donc bon, l'humanité, je sais pas, il y avait un livre, je l'ai pas lu, mais c'était l'humanité va disparaître, bon débarras. Je sais pas quoi. Quelque part, quand je pense aux artistes, je me dis non, pas bon débarras, parce que. Et puis quand je pense aux êtres humains, il y a des êtres humains extraordinaires. Mais bon, il y en a tellement qui sont. Ouais. Donc. D'accord. Et ben c'est pas optimiste. Moi, j'ai pas fini. Oui, bah. Oh, bah alors. Je pense la même chose. Ça, c'est pas trop étonnant. Non, pas vraiment. Les révoltes, faut pouvoir continuer à s'exprimer. Ça, c'est vrai que il y a un petit doute, avec la façon dont tu as commencé l'émission. J'espère qu'on va pouvoir continuer à s'exprimer. Bah, je pense je trouve qu'on est dans une période de répression. On est dans une période de répression, d'interdiction terrible. Ça me fait un peu peur. Je me dis que tout est dans la répression tout le temps. On va nous filer une amende parce qu'on roule trop vite, parce qu'on brûle un feu rouge, parce que tout est répression. Parce qu'on dit Sarkozy, oui, voilà. Je te vois. Mais tout ça, c'est amené depuis un moment. Je pense pas que j'ai pas forcément envie de mettre un nom là-dessus. Je pense que c'est après mai 68, petit à petit. Moi, je l'ai vu même aux Beaux-Arts où il y avait une certaine liberté quand on est arrivé. Et je suis partie en 85. Après, bon, moi, j'ai pu rentrer aux Beaux-Arts. J'avais arrêté l'école en 3e sans le bac. Bon, bah, après 86, c'était terminé, il faut le bac. Tout pour moi se réduit à quelque chose qui va donner des choses négatives. Alors, désespoir, non, j'en ai pas. Pas énormément. Juste pour voir que je crois quand même en des gens. Et puis voilà, on fera ce qu'il faudra faire au moment où il faut le faire. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, Ange et Damnation, on va poursuivre avec Jean. Juste avant la fin, on vous demandera de conclure en quelques mots, parce qu'on a un timing à la con. Et donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Je fais ça vite parce qu'on a plein de choses à se dire encore, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a au moins en France une radio qui a gardé une certaine liberté d'expression, et on espère que ça durera malgré toutes les menaces qui pèsent sur cette liberté d'expression. C'est à Racaille la 21e, et on va passer la parole à notre intellectuel maison. Jean. Dans la bouche de Robert, je sais que c'est un compliment, alors ça va. Toujours pour nos invités, histoire de vie, histoire d'artiste, une histoire de sculpteur. C'est un mec, Henri Laurence. Je ne sais pas si on dit Laurent ou Laurence. Je crois que c'est Laurence. 1885-1954, un sculpteur français. Oui, Laurence, oui. Très important de par son influence, mais très très peu connu en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sa sculpture est pour moi, plus que tout autre, une véritable projection de lui-même dans l'espace, un peu comme une ombre à 3 dimensions. Sa manière même de penser, de respirer, de toucher, de sentir, devient objet, devient sculpture. Ainsi parlait Giacometti de celui que Braque considérait comme un frère, Henri Laurent. Fils d'ouvrier, il était né le 18 février 1885 à Paris. Une tuberculose osseuse, contractée alors qu'il n'a que 17 ans, le contraint à se faire amputer d'une jambe 7 ans plus tard. Il fait sa première formation artisanale dans un atelier de décoration, puis il travaille sur des chantiers où il apprend à tailler la pierre. Ses premières sculptures sont très influencées par Rodin, mais la rencontre de Braque en 1911 va bouleverser sa vie et son art. La découverte du travail de ce dernier
fait en effet naître en lui le désir de prolonger dans son propre travail les idées du cubisme analytique. Mais quelques années lui suffisent pour se détacher des formes géométriques théorisées et se rapprocher de la nature. Il élabore un style organique composé de courbes, en représentant des personnages très abstraits aux mouvements rythmiques, des nus féminins pour la plupart, à la sensualité féminine exaltée, dont la force poétique est énorme. Il réinterprète les thèmes de la mythologie antique, comme dans sa sculpture monumentale en bronze Amphion qui orne la cité universitaire de Caracas. Chaque année qui passe voit les formes de ces sculptures s'arrondir, devenir de plus en plus souples et harmonieuses. Qu'il en soit remercié. Malgré ses prises de position hostiles à Hitler, il ne quitte pas Paris pendant l'occupation allemande et utilise même son travail pour protester, comme dans l'Espagnol en 1936 ou dans l'Adieu en 1940. À la fin de la guerre, il est enfin mondialement reconnu et sa production est alors achetée par les plus grands musées. La donation faite par son fils au musée d'art moderne de Paris a été complétée par son marchand, Daniel-Henri Kahnweiler, dont je vous ai conté l'histoire une semaine passée, je ne sais plus quand c'était. Ouais. Travailleur infatigable et exigeant, Henri Laurent a détruit énormément d'œuvres de son vivant, ne laissant derrière lui que celles qu'il jugeait accomplies. Parallèlement à son travail de sculpteur, son inlassable curiosité lui a permis de nouer des amitiés dans le milieu littéraire et il a illustré les textes d'auteurs comme Raymond Radiguet ou Pierre Reverdy. Merci Jean. Voilà, je mettrai quelques-unes, enfin au moins une de ces sculptures en fion, si vous voulez, sur le blog de l'émission arracaille.blogspot.com. Tu nous parles de tes expos ? Oui, cette semaine, il n'y a pas grand-chose, toujours pour cause d'absence. Juste avant l'émission de la semaine dernière, j'ai dû faire pour des raisons professionnelles un petit voyage à Lille. J'en ai profité pour aller visiter le musée La Piscine, qui se situe 23 rue de l'Espérance, 59 100 à Roubaix. La piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent, est implantée sur le site de l'ancienne piscine municipale de Roubaix, un exceptionnel bâtiment art déco qui date des années 30. Les anciennes cabines de douche et de déshabillage accueillent les collections de mode et de design textile, mais aussi les productions de la manufacture de Sèvres, qui voisinent avec des céramiques signées de grands artistes comme Picasso ou Dufy. Les anciennes salles de bain accueillent des collections de peintures et de sculptures du 19e et du 20e siècle. D'autres salles accueillent des expositions temporaires. Tout cela forme un ensemble extrêmement réussi qui mérite amplement le voyage depuis Paris. Et Lille, c'est moules, c'est frites et c'est mousses. Voilà, c'est juste à côté de Roubaix. Lille, c'est la grande ville qui est juste à côté de Roubaix. Bien, on va demander si elles veulent bien et si elles en ont pas le courage, mais si elles sont pas totalement épuisées par cette émission éprouvante, à Angers Damnation, si elles ont conclusion pour finir cette émission et nous dire au revoir. Nous, on va dire que on invite les gens qui ont écouté cette émission à venir nous rencontrer dans notre atelier pour un événement concret du 4... Ou quand ils ont le temps. Oui, ils peuvent passer quand ils veulent, mais on n'est pas toujours là. Donc là, au moins, on peut donner des dates. Parce que c'est vrai qu'on bouge, des fois, on sort faire des courses, on est humaine. Bien sûr. On s'en était pas rendu compte. Donc, au 50 rue là-bas, c'est là que se trouve notre atelier. Dans le 18e, du jeudi 4 juin au dimanche 7 juin. On n'a pas encore fixé les horaires, mais si on ne veut pas dire de bêtises, on va dire de jeudi et vendredi, de 15h, voilà, 15h à 21h, et puis samedi aussi, 15h, samedi, dimanche. Voilà. Alors on répète, 50 rue là-bas, c'est au métro Marquet des Poissonniers, ou Château Rouge, ou Jules Geoffrin, ça dépend d'où vous venez. La rue là-bas, c'est la rue célèbre de la chanson d'Edith Piaf, La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Donc on espère que cette clientèle va nous remplir notre bain, vu que c'est la crise et qu'on nous a promis que ça allait vraiment être très 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 dur. Vous allez venir pour le plaisir des yeux, voir les bronzes qu'on a fait au Burkina, les bijoux de Sédou d'Ibaba Cool, qui sont magnifiques, avec du bronze, des perles. C'est vraiment très très original et très beau. Et puis, la sortie de notre catalogue, on sort un 80 pages sur notre travail, qui résume une dizaine d'années, qui est magnifique. Imprimé chez un imprimeur qui s'appelle Escourbiac, qui est à Paris. Et qui coûte combien? Ça, on va...
6 000, je sais plus. Non, écoute, 6 000 combien on va euros le le vendre? catalogue. Non, non, on va le le vendre, on ne sait pas si c'est encore 20 euros ou 25. Ah, On n'a ça pas va. encore fixé le prix. De toute façon, on le vendra moins cher que ce qui nous a coûté. Mais bon, c'est un mécène qui nous l'a payé, donc nous, il nous a rien coûté. Bien. Une mécène. Une Frédéric mécène. Moret nous a parlé de vous aussi. Ouais. Quel rapport vous avez avec Zinc Éditions? Ben, c'est l'amitié. la même. L'amitié. Oui, c'est l'amitié. D'accord. C'est Pas de l'amitié. projet commun. Pour l'instant, Bah, non, on pas a eu de. plusieurs fois des petites idées, des machins, mais bon, pour l'instant, ça s'est jamais concrétisé. D'accord. Mhm. Ça s'est pas Bon, concrétisé on sait vraiment, jamais, hein. mais ça va se faire. En De tout toute cas, c'est façon, quelqu'un d'admirable. votre adresse, votre site, toutes vos annonces seront sur le blog. Jean s'en occupe, donc voilà. Donc ce sera fait. Donc ce sera, oui, c'est ce que j'ai pas voulu Je dire déconne. pour pas que sa modestie prenne encore un coup. Non, donc je me passe la brosse moi-même. C'est plus sûr. C'est toujours plus sûr. Non, mais C'est plus il sûr. faut savoir, il y a l'autosuffisance alimentaire, il y a l'autosuffisance de tout. Ouais, Il faut savoir, à mon avis, si je voulais conclure, moi je dirais que dans la vie, il faut avoir un maximum de tolérance. Ouais. La tolérance, c'est physique aussi. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, entre deux pièces, il faut toujours laisser Petit un jeu. petit jeu. Et je voudrais dire qu'avec la tolérance, on peut. Ce serait mon espoir en fait. Et pas la maison de tolérance. Non, non, c'est vraiment Robert Pagnol. le jeu qui fait que si on laisse un peu de choses, eh ben, je pense qu'il y a un petit espoir qu'on arrive Ah, pas mal. à quelque chose. Et Marika? Eh ben, moi, je vous remercie de nous avoir invités. Ah oui, non, mais d'accord. Ça, c'est une conclusion facile. Hein. Facile, hein. Bien. Ben, on va vous dire au revoir. On a été très heureux de vous recevoir. On espère que vous pourrez revenir un de ces quatre si vous avez des annonces à faire. Et puis, on pourra développer aussi ou faire un truc spécial Burkina avec vous. On verra. En Ben, octobre, à la en rentrée, en oui. septembre-octobre, on va faire notre exposition et on doit normalement réussir à faire venir Ladji, notre assistant, et puis un autre artiste burkinabé. Eh ben, Un sculpteur. on pourra prendre qui rendez-vous fait ici. des choses extraordinaires. Qui est un sculpteur d'art singulier, art brut, comme on peut. Ben, on pourra prendre un rendez-vous marché- pour ouais, ici, un pour marché faire une d'affaires, émission ensemble. de là-bas. Ouais, d'accord, au mois d'octobre. Oui, Ouais. Octobre. à la Halle Saint-Pierre. Vous pensez Et- à nous prendre contact Ouais, ouais. avec nous? Ah bah, Et pour revenir au village de Robert, je crois que le marché de Bobo Dioulasso est un des plus importants, un des plus grands marchés d'Afrique. De l'Ouest. De l'Ouest, hein. Ça, c'est- Faut préciser Afrique Ça, de c'était un l'Ouest. petit coup de pied de l'âne. Ouais, ça, c'est les Boina blancs qui s'imaginent que à hors Paris tout est petit, alors que Paris c'est vraiment tout petit aussi. Non, non, mais c'est vrai que même sur les photos du site de la soupe à Pélé, là, notre association, souvent les gens quand ils voient les photos, et c'est vrai qu'il y a du goudron, mais il y a beaucoup de terre battue, et ils disent, ah, mais c'est où ce village? Ouais, donc je suis pas complètement. Non, même en voyant les photos, il y en a qui se Mais trompent enfin, encore. penses-tu Bien, Hugo. Camarade anonyme, est-ce que vous pourriez nous mettre un peu de musique pour finir cette brillante émission? Merci. Salut à tous. À la semaine prochaine. Et on peut la podcast